Herzstöne, battement de cœur, le podcast de la Fédération suisse des sages-femmes. Cette année en Suisse, la Semaine mondiale de l'allaitement a lieu du 16 au 23 septembre sous le slogan « Allaiter doit être possible ». Les sages-femmes professionnelles accompagnant les familles dès la grossesse, durant l'accouchement et après la naissance ont un rôle primordial dans le soutien à l'allaitement. Je suis Jeanne Ray et pour cet épisode, je rencontre Patricia Hildebrandt-Bidzowski, sage-femme indépendante et consultante en lactation. Elle raconte comment elle soutient les femmes dans, dit-elle, leur voyage d'allaitement et comment les parents peuvent s'y préparer dès la grossesse, notamment via une information précise sur les mécanismes de l'allaitement et les besoins du bébé, dont elle nous offre ici des éclairages passionnants. Bonjour Patricia. Bonjour Jeanne. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et présenter tes activités plus spécifiques autour de l'allaitement ? Je suis sage-femme depuis 20 ans, indépendante depuis maintenant 3 ans et demi. Je suis consultante en lactation. Je travaille donc au domicile des mamans. Je fais parfois des consultations strictement d'allaitement. À côté de ça, j'ai fait une formation complémentaire en plus de ma formation d'IBCLC comme accompagnante en Biological Nurturing. Et j'ai aussi une casquette qui a un peu à voir quand même avec l'allaitement de consultante en sommeil. Alors pour les profanes, est-ce qu'on peut préciser ce que ça veut dire IBCLC et Biological Nurturing ? Alors une consultante en allaitement IBCLC, c'est on va dire un label international de qualité pour des professionnels de santé formés et certifiés. Et c'est donc un même examen pour tous les mêmes professionnels de santé qui ont eu la même formation de base tout autour du globe. Et le Biological Nurturing, c'est une nouvelle manière de voir l'allaitement qui est plus basée sur les instincts maternels et les réflexes archaïques du bébé qui font que la mère va être proactive dans son allaitement et le bébé va interagir avec elle. En quoi c'est un thème majeur dans l'accompagnement des sages-femmes et quel est le rôle que les sages-femmes peuvent jouer dans ce domaine-là ? C'est un thème majeur parce que nourrir son enfant, c'est le rôle maternel, la mère nourricière. Et le rôle des sages-femmes, c'est en fait un soutien. Ce qu'on peut voir, c'est que les familles, elles peuvent manquer de soutien ou d'un soutien qui est basé sur des recommandations de qualité avec des preuves scientifiques de comment est-ce que fonctionne un allaitement maternel. Et donc, les sages-femmes ont ce rôle de transmission d'informations et de soutien dans les moments plus difficiles par rapport aux diverses petits aléas rencontrés. Et alors, on reviendra aux difficultés que les mères peuvent rencontrer dans l'allaitement, mais avant peut-être un aspect qui est rarement abordé. Est-ce que on peut se préparer à allaiter dès la préparation à la naissance et à la parentalité ? Alors oui, je pense que c'est une question dont on doit se préoccuper déjà en anténatal. Personnellement, je pose toujours la question aux familles, aux couples, de quelle est la manière dont ils envisagent de nourrir leur enfant. J'essaye d'éviter de parler d'allaitement directement parce que c'est déjà leur mettre un biais ou les empêcher d'avoir la porte ouverte sur le non-allaitement. Et si la question de l'allaitement vient sur la table, souvent ce que les mères répondent c'est « si j'arrive » ou « si je peux » ou « si ça marche, j'aimerais allaiter ». Et j'essaye de déconstruire ou de comprendre comment est-ce que ça vient qu'elles envisagent seulement cela en termes de peut-être ou d'une possibilité. Sur quoi est-ce qu'elles fondent leurs croyances autour de l'allaitement ? Et pour moi, ça, c'est déjà la première étape. Et après, une des manières pour moi de préparer à l'allaitement, c'est d'apporter des informations sur la continuité par rapport à la grossesse, comment est-ce que le bébé il est nourri in utero, quel est du coup sa mémoire nutritive ou son fonctionnement quand il sort, c'est de leur raconter un peu les rythmes entre
comment se décompose le sommeil, les états d'éveil, pour que ces parents-là, ils puissent vivre avec leur bébé en le comprenant un peu mieux que sans ces informations-là. Et justement, ces mères ou futures mères d'aujourd'hui, quelles sont leurs craintes à elles vis-à-vis de l'allaitement ? Alors, une des premières craintes, c'est d'avoir mal. La crainte qui vient juste après, c'est est-ce qu'elles auront assez de lait pour satisfaire aux besoins de leur bébé. Parce que c'est souvent ce qui revient, les mères, les grands-mères de ces futures mères leur ont dit « j'avais pas assez de lait », on a dit que mon lait n'était pas suffisamment nourrissant, le pédiatre ou le gynécologue m'a déconseillé d'allaiter parce qu'avec un bébé de tel poids ou né plus tôt, c'était plus intéressant d'avoir des préparations commerciales. Et donc, c'est des mamans qui sont baignées dans cette culture de « on n'allaite pas » ou « on n'allaite plus ». Et elles sentent bien où, au niveau de la société, il y a un peu ce courant qui met en avant l'allaitement et qui vient un peu à contre-courant des croyances ou des expériences familiales. J'ai vraiment cette sensation que chaque femme sur son parcours d'allaitement, elle va avoir au moins une fois quelqu'un qui va lui dire « Est-ce que tu crois que ton lait est assez nourrissant ?» Que ce soit la première semaine, la 10e semaine, à 10 mois d'allaitement, à 2 ans, je pense qu'il y a toujours quelque chose en lien avec la qualité du lait maternel. Et c'est extrêmement intéressant de voir qu'aujourd'hui, quand on a des lactariums qui s'installent dans des régions, quand on commence à avoir des labos de recherche qui font du travail sur le lait maternel, à quel point c'est un super aliment. Donc en fait, c'est même plus qu'un aliment en fait. Mais ça a été totalement mis de côté et délaissé. Et au jour d'aujourd'hui, probablement que si on était conscient du potentiel du lait maternel, ça se vendrait plus qu'à prix d'or. Et d'ailleurs, il y a un marché noir. Oui, finalement, l'allaitement a une place très ambivalente dans la société. On voit d'un côté qu'il y a quand même une sorte de pression sur les mères pour allaiter. Et à la fois, en fait, l'allaitement est peu soutenu ou mal accueilli dans l'espace public. Tu ressens quoi en tant que sage-femme de cette problématique-là ? Et comment tu te positionnes aussi dans ton accompagnement ? Alors, je suis toujours attristée de lire que des mamans se sont senties forcées d'allaiter. Parce que pour moi, c'est aussi un échec de n'avoir pas pu écouter une maman qui était pas en phase avec ce type de nutrition. Et mon rôle de sage-femme et de consultante en lactation, c'est d'accompagner les femmes, pas seulement dans l'allaitement, mais aussi dans le mode de nutrition qu'elles vont choisir. Et globalement, mon problème, c'est plutôt la liberté de choix de chacun et le regard des autres qui vient entraver ces libertés-là. Et là-dessus, je pense que c'est pas seulement au niveau de l'allaitement, il y a aussi tout ce qui concerne la maternité, mais plus globalement les femmes. Tout ce que va faire une femme, une mère, une professionnelle va être beaucoup plus commenté que si c'était un homme, un mari ou un père. Et là-dessus, je pense qu'on a énormément à travailler et à s'ancrer en tant que femme dans nos choix, nos décisions, et que la maternité, comme l'allaitement, c'est des choses qui sont éminemment féminines, mais il y a d'autres choses qui sont reliées à un nourrisson ou à un bébé qui peuvent être partagées. Et là-dessus, on a peut-être en tant que sage-femme, et j'espère qu'on va pouvoir avancer là-dessus, un rôle important en politique de soutenir ce qui pourrait être un congé parental longue durée pour que le père y prenne une place dans ce qui est voir grandir et élever ses enfants. Il y a plusieurs moments qui vont être relativement cruciaux
et qui optimisent ou qui font démarrer un allaitement d'une manière plus fluide ou moins fluide. La première étape, c'est cette étape des 3-4 premiers jours après la naissance du bébé, qui démarre avec l'expulsion du placenta et la libération des hormones qui vont faire la lactation. Donc l'augmentation croissante de la prolactine, qui sont aussi intimement liées au type de naissance et au vécu de la maman, parce que l'ocytocine, qui est donc cette hormone qui grimpe depuis 35-36 semaines de grossesse, qui va avoir son acmé au moment de la naissance du bébé, qui donne les contractions utérines, est intimement liée à la lactation. Et donc une maman qui a un haut taux d'ocytocine circulant dans son sang après la naissance a un facteur de réussite, on va dire, plus élevé qu'une maman qui serait avec l'ocytocine naturelle dans le sang, dans les chaussettes. Donc pour préparer bien un allaitement, il faudrait idéalement qu'une maman elle puisse être dans un accouchement qui va se dérouler le mieux possible pour elle. Et ensuite, dans les 3-4 premiers jours qui suivent, il va s'agir pour la maman et le personnel qui sera autour d'elle de suivre le rythme du bébé, qui est un rythme qui est finalement beaucoup moins clair et rythmé que ce qu'on aurait bien voulu croire ces, on va dire 75 dernières années. C'est-à-dire qu'un bébé, in utero, il faisait ses salves de succion déglutition extrêmement régulièrement. Il était alimenté en continu via le cordon ombilical et dès qu'il naît, il va continuer avec ce modèle-là, qui fait qu'il serait capable de téter 2, 3, 4 minutes toutes les 20 ou 25 minutes, ce qui va être, on va dire, relativement un défi pour une maman qui vient d'accoucher et qui est fatiguée, mais qui peut-être est moins difficile à réaliser que de réveiller ou d'avoir un bébé toutes les 3 heures au sein qui doit téter pendant un quart d'heure de manière active. Et ça, si déjà en anténatal, les mamans, elles sont plus ou moins au clair que la journée, elles peuvent garder leur bébé contre elles, avec le sein à disposition, ça simplifie un peu les choses. La nuit, c'est un peu différent pour des raisons de sécurité. Mais si un bébé, il peut téter les 2-3 premiers jours de manière régulière, c'est-à-dire sans compter le nombre de minutes, mais sans dépasser un certain écart entre deux tétés, idéalement plusieurs fois par heure, on va avoir un début de la lactogénèse 2 beaucoup plus rapide. Donc l'arrivée, on va dire, du lait mature beaucoup plus rapide, avec un bébé qui va de lui-même espacer les tétés parce qu'il sera un peu plus rassasié. Le colostrum, juste pour rappel, il est tout à fait suffisant pendant les 48-72 premières heures de vie du bébé, mais à condition que ce bébé il tète très régulièrement, parce que c'est des petites quantités. Si c'est un bébé qui est très fatigué et qui est posé dans son petit lit à côté de la maman qui elle-même est très fatiguée, ce bébé va montrer des signes qui seraient capables de téter. Dans son sommeil agité ou son sommeil calme, je bouge la tête, j'en trouve éventuellement la bouche, j'ouvre péniblement les yeux, je les referme. Tout ça, c'est des signes qui seraient capables de téter. Si la maman l'a contre elle, elle va sentir, elle pourra lui proposer le sein. Donc c'est pour ça que ces 3 premiers jours, ils sont assez importants que la maman, elle soit au clair avec ça. Bonjour bébé. Bonjour. Tiens. Bienvenue parmi nous. Oh, je crois que ça va être l'heure de quelque chose. Hein? Du flamenco? Oh, de prendre le sein. Écoute.
Et après, le mois qui suit, la rythmicité des tétées aussi va être importante et c'est quelque chose qui est souvent à remettre au clair avec les parents, que c'est pas parce que ces premières semaines, le bébé va avoir besoin de beaucoup de proximité, de tétées souvent, que c'est quelque chose qui va s'installer sur le long terme. Et c'est comme tout dans la parentalité, c'est différentes étapes, il y a des avancées, des retours en arrière qui sont pas des retours en arrière, mais qui sont nécessaires pour franchir l'étape d'après, et que les parents sont dans une adaptabilité constante. Et avec l'allaitement, c'est ça, c'est possible que les quelques premières semaines, le bébé il va téter moins la journée, mais alors il va faire des tétées gastronomiques groupées pendant la nuit. Ensuite, il va de nouveau un peu plus dormir sur la journée au début. Et là encore, plus les parents vont avoir leur bébé contre eux, mais que ce soit le papa, si le papa il a son bébé qui commence dans un sommeil calme ou actif à chercher le sein, il va très vite comprendre, il pourra l'installer auprès de la maman. Tandis que si ce bébé il est posé dans un berceau à distance des parents, ce bébé-là il va pas forcément faire des vocalises, il va simplement peut-être bouger et les parents s'ils sont pas juste à côté ils le verront pas. Donc c'est tout des choses en fait à réexpliquer, à remettre dans leur contexte pourquoi le bébé il agit comme ça, et ces premières semaines, ce premier mois, il est constitutif d'un démarrage on va dire harmonieux d'allaitement. Ceci dit, c'est vrai que l'allaitement ne va pas forcément de soi pour toutes les femmes. C'est-à-dire que même une femme qui souhaiterait allaiter ou qui souhaite allaiter rencontre souvent des difficultés de crevasse, d'engorgement, etc. Comment toi, tu accompagnes ces difficultés-là ? Alors c'est vrai qu'on a des taux d'allaitement à la sortie de la maternité qui sont très élevés en Suisse, de l'ordre du 97% de femmes qui allaitent en sortant de la maternité, ce qui ne veut pas dire que c'est des allaitements exclusifs, ça peut être des allaitements avec des compléments, et que après 3-4 semaines, on tombe à plus que 60 ou 65% d'allaitement. Donc ce qui dit bien qu'il y a un certain nombre de difficultés, comme tu l'as mentionné, qui mêlent les mères à sevrer et arrêter d'allaiter. Et dans ces difficultés, il y a effectivement les douleurs présentes souvent au niveau des mamelons, qu'on appelle donc des crevasses, qui peuvent être des crevasses visibles, voire très peu visibles, voire invisibles. Dans ce type de problème-là, j'ai, on va dire, une double approche. J'offre déjà aux mères de repenser leur installation. Un bébé qui va être en biological nurturing, c'est un bébé qui va être plutôt posé contre la maman et donc la gravité va le tirer contre la maman. Donc c'est un bébé qui va moins revenir en arrière et donc faire des blessures de ce type-là. Après, ce qui n'est pas à négliger non plus, c'est les difficultés de succion des bébés qui peuvent provoquer des crevasses. Et là-dessus, même une maman qui va installer son bébé de la manière la plus confortable pour elle, si le bébé a une problématique de succion, sa langue qui n'est pas complètement fonctionnelle, on va devoir mettre en place d'autres choses. Et pour ces autres choses, on va dire, où moi j'ai un panel qui va du plus simple, c'est-à-dire laisser les seins à l'air pour que les cicatrices sèchent, au plus élaboré, qui se situe entre faire une pause d'allaitement et instaurer le tire-lait, ce que je fais très rarement moi dans ma pratique à domicile, vraiment très très rarement, et qui peut être aussi accompagné ou que moi je remplace souvent par des sessions de traitement avec un laser médical à basse fréquence, qui a comme but principal de accélérer et renforcer la cicatrisation. Et c'est ce qui fait que un certain nombre de mamans vont passer ces premiers jours, voire deux premières semaines, voire dans le cas de certaines mamans, plusieurs semaines avec des crevasses, mais où le fait de faire quelque chose leur permet de dépasser ça. Et puis après, dans ce qui est de l'ordre de l'engorgement, pour moi, il y a l'engorgement qui est physiologique, qui arrive justement quand on passe de cette phase de colostrum
au lait mature où les seins se gorgent de lait, les cellules lactantes sont à leur maximum de fonctionnement. Et là, pour moi, c'est vraiment d'expliquer à la maman que ce qui va être important, c'est que même si c'est très gorgé, il faut trouver un moyen de libérer et que la meilleure pompe qui existe au monde, c'est leur bébé. Et donc là, c'est aussi beaucoup de soutien, voire 1 à 2 visites par jour pendant quelques jours pour qu'elles se rassurent sur leur capacité à gérer ça. Et c'est aussi une des choses dans les recommandations, c'est le soutien d'un professionnel de santé formé, outre le fait de gérer, de ne pas trop stimuler, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on a les seins engorgés qu'on va utiliser le tire-lait extrêmement souvent. Il faut laisser le rythme du bébé et juste si le bébé ne fait pas suffisamment le travail parce qu'il y en a tellement qu'on libère encore ce qu'il faut, de travailler sur les anti-inflammatoires et les méthodes pour les symptômes, la glace après, le chaud un peu avant, masser. On évite énormément de engorgement borderline ou de mastite inflammatoire. Et actuellement, on a de moins en moins, ou en tout cas moi je rencontre de moins en moins de mastites qui vont nécessiter un traitement antibiotique. Pour conclure, tu parles d'instinct de l'allaitement et de quelque chose qui est prévu pour fonctionner assez naturellement. Peut-être ça parle pas à toutes les femmes. Tu dis aussi que ton rôle, c'est d'accompagner les femmes dans toute leur... dans tout ce qu'elles souhaitent au fond d'elles. Mais c'est pas forcément si simple. Quel est ton travail, toi, en tant que sage-femme, pour accompagner les femmes dans ces questionnements-là, qui sont pas forcément très conscients, en fait, et pour qu'elles arrivent à trouver leur chemin à elles? C'est des questionnements ou des accompagnements où régulièrement je repose la légitimité d'avoir le choix, où j'essaye de sentir par des questions qui sont peut-être détournées si la maman elle se sent toujours bien dans le chemin qu'on prend, en essayant de déculpabiliser sur cette injonction que le lait maternel, c'est la meilleure chose qui soit pour leur bébé. Et j'essaie vraiment, dans les cas un peu difficiles d'allaitement, de verbaliser ma difficulté. De dire, je me rends compte que ce tire-allaitement, ça vous demande énormément d'énergie, que c'est pas simple. Comment est-ce que vous vous sentez là-dedans? Qu'est-ce qui serait plus simple pour vous? Quelles sont vos envies, là, maintenant? Si vous aviez une baguette magique, comment est-ce que vous verriez les choses? Et puis ça ouvre un peu des fois des possibles. Pour moi, c'est important et puis ça fait partie en fait de cette relation de confiance qu'on a et aussi de donner confiance à la mère que c'est elle qui a le choix. Elle est maître à bord de son allaitement ou de ses décisions. Merci. Je t'en prie. Herzstöne, battement de cœur, le podcast de la Fédération suisse des sages-femmes.